Chine 1601. Un jésuite nommé Matteo Ricci est le premier occidental à être invité à la cour impériale. Son but, évangéliser la Chine par la science et les mathématiques. Étudier les étoiles nous rapproche un peu plus de Dieu. Matteo Ricci s'est rendu compte que les Chinois étaient intéressés par tout ce qui concerne les sciences mathématiques, et en particulier l'astronomie. Après sa mort, un jésuite du nom de Charles von Bell continue l'œuvre de Ricci. Nous devons aussi inclure un traité sur ce télescope, récemment envoyé d'Europe. Il commence la rédaction d'un nouveau calendrier sur le mode occidental. Mais la guerre civile et la fin tragique de l'empereur Shenzhen entraînent la Chine dans le chaos et mettent en péril la mission des jésuites. Dès lors, qui pourra s'approprier le mandat du ciel ? Telle fut la lamentable fin de celui qui fut peut-être le plus puissant des monarques. Que n'aurait-il accompli si le cours tragique de l'histoire ne l'avait si subitement fait disparaître ? En 1644, l'empereur de la dynastie Ming est décédé. L'armée impériale est dissoute. Charles von Bell n'avait rien d'autre que ses plaques d'impression du calendrier. Le troisième jour, les habitants se sont assemblés en masse. Ils ont cerné la résidence. Et on pouvait croire qu'ils allaient attaquer. Je ne pouvais deviner jusqu'où leur colère allait les emporter. Alors j'ai pris un sabre japonais et je me suis posté dans l'entrée de la résidence, prêt à subir et à repousser une attaque. Ce livre est l'un des traités astronomiques de l'ère Shenzhen. À la fin de la dynastie Ming, Zhu Guangxi en avait dirigé les travaux. Et Charles von Bell, avec d'autres jésuites, avait participé à sa rédaction. Ainsi, on pouvait calculer le calendrier chinois, prévoir les éclipses de soleil et de lune. Ce livre pouvait aider Charles à entrer à la cour impériale.
全占区域的人必须倾家出户，正为全州贵族、巴西官民所有。天主教堂是什么意思？它是上帝受施主，因此负责的地方。你是不是在钦天监供过职？不，我不是，但我负责相督。我会派一名护卫护送你回你到你的仪器和你的仓书那里，这样他们就不会受到损害。谢谢。 Bien que les Mandchous aient eu une armée très puissante et qu'ils aient vaincu la dynastie Ming, culturellement, ils étaient relativement en retard. Pour régner sur un grand pays comme la Chine, ils devaient assurer la continuité de certaines choses, comme le confucianisme et l'idée de mandat du ciel. Il y a eu en Chine d'innombrables réformes du calendrier, parce que chaque nouvel empereur ou nouvelle dynastie voulait établir son propre calendrier. Votre sujet soumet à votre grandeur des prédictions concernant une éclipse de soleil qui aura lieu le premier jour du 8e mois, calculée selon la nouvelle méthode occidentale. Xie王爷，王爷，这是西洋人送的请愿书。 Les données ayant servi à cette prédiction sont dans la présente lettre. Votre sujet prie humblement votre grandeur de publier un décret pour que le ministère des Rites examine publiquement la précision de cette prédiction de l'éclipse de soleil. Xie王爷，Dorgon savait probablement ce qui s'était passé au moment de la tentative de réforme du calendrier à la fin de la dynastie Ming, et qui avait montré que les méthodes utilisées au bureau de l'astronomie n'étaient pas bonnes. Donc il inclinait déjà à utiliser le calendrier occidental. Et Charles von Bell a voulu se servir de l'éclipse de 1644 pour prouver la justesse de sa méthode.
De nombreuses prédictions avaient été réalisées pour l'éclipse de 1644. Charles von Bell lui aussi avait fait une prévision, et il l'avait mieux préparée. Pour cette éclipse, comme pour toutes les autres, un fonctionnaire surveillait les observations. C'est une éclipse partielle. 30% du soleil est dans l'ombre, maximum à 12 heures passées de 8 minutes. Ensuite, chaque spécialiste a montré ses résultats. On a vu que les méthodes chinoises étaient moins précises. L'erreur maximale de la méthode occidentale était de 9 minutes, alors qu'elle se situait entre 21 et 30 minutes pour la méthode chinoise. L'observation a prouvé que la méthode occidentale était la plus précise et que les méthodes chinoises lui étaient nettement inférieures. C'est là-dessus que s'est fondée la victoire de Chal et de la méthode occidentale en Chine. Le calendrier a toujours eu un grand tirage. Chaque foyer avait besoin d'en posséder un. Toutes les familles riches l'achetaient, donc le tirage était énorme. Bonjour. Voilà un calendrier. Ce calendrier se vend très bien, surtout avant le Nouvel An. Les gens l'aiment bien. C'est un très bon jour selon le calendrier. Il est clairement écrit les activités favorables du jour. Et l'horoscope aussi. C'est un jour propice pour ouvrir un commerce, pour se marier ou accoucher. Les gens de mon âge préfèrent le calendrier lunaire. Favorable pour prendre ses fonctions. C'est un bon jour pour les fonctionnaires. C'est conseillé d'avoir de l'eau au niveau de la porte d'entrée. Ça fait donc 84 yuan. Merci, à la prochaine. Après la prise de Pékin par les Mandchous en 1644, Charles von Bell leur présenta son calendrier et se vit offrir la direction du Bureau impérial d'astronomie. Pour la première fois dans les missions jésuites, un missionnaire occupait un poste au sein du mandarinat chinois. Il faut dire qu'il ne s'agissait pas d'un rang très élevé comparé à un poste de ministre ou de grand secrétaire. Cependant, cela permettait à Charles d'avoir directement accès à ses collègues, ce qui lui donnait donc un certain pouvoir.
obéir à l'ordre spécial de l'empereur. J'ai introduit le système du calendrier occidental. J'ai dirigé les subordonnés de mon bureau dans leurs efforts pour améliorer le système astronomique civil. 4 personnes, le savant Song Keng-sheng de Shuntian, Li Subai, étudiant au collège impérial, et 2 autres savants confucéens. Tous sont excellents en sciences et littérature, et passionnés par l'astronomie. Finalement, Alam Shal a entièrement réorganisé le bureau de l'astronomie. Il l'a fait à travers des examens grâce auxquels il a éliminé les fonctionnaires ayant de l'ancienneté. Il en a fait entrer d'autres qui venaient de son office du calendrier, qui étaient proches de lui ou qui s'étaient convertis au christianisme. Ainsi, le bureau astronomique était devenu une base importante pour la propagation du christianisme à Pékin. Les fonctionnaires astronomes ont été soumis à un examen. Seuls ceux qui comprenaient la méthode occidentale et savaient l'appliquer pouvaient rester au bureau de l'astronomie. Si bien qu'après cet examen, il a introduit un certain nombre de chrétiens dans les institutions chinoises, ce qui fut une des sources de conflits. Les Chinois avaient déjà subi l'humiliation de la conquête par les Mandchous. Pour eux, c'étaient des étrangers, parlant une langue tout à fait différente du chinois. Et voilà que l'empereur mandchou leur préfère, pour un poste, un étranger qui a le toupet d'écrire sur ses manuels Ziyang Xinfa, la nouvelle méthode occidentale, des gouvernants étrangers qui leur imposent d'autres étrangers. Ça ne leur a pas plu. Charles von Bell était convaincu par sa méthode et il était résolu à avoir le dessus sur toute personne qui pouvait y être opposée. Cette chaise semble très confortable. Mais il en faut un peu plus pour que l'empereur embrasse notre foi.
Ici, nous nous trouvons dans la basilique Sainte-Marie sopra Minerva, où en 1633, Galilée a été forcé d'abjurer le travail de toute sa vie consacré à convaincre les gens que la Terre tournait autour du Soleil. Et dans la petite salle à côté où cela s'est passé, une partie de l'histoire de la science occidentale aurait pu se terminer devant la menace de torture du Saint-Office. Mais en fait, l'élan pris par l'héliocentrisme était déjà très fort. On ne pouvait pas l'arrêter. Donc, en 1633, Galilée fut forcé d'abjurer son idée de l'héliocentrisme. Mais pour les jésuites de Chine, cela n'a pas changé grand-chose, car ils n'avaient jamais utilisé le modèle héliocentrique, mais celui de Tycho Brahe. Pour lui, la Terre est immobile au centre de l'univers et le Soleil tourne autour de la Terre, tandis que les 5 planètes tournent autour du Soleil. Ils pouvaient donc utiliser ce modèle qui était compatible avec les dogmes de l'Église et bien adapté au calcul des mouvements des planètes. Mon père, comme vous pouvez le constater, nous gardons les plans de Tycho, mais les instruments seront en bronze, selon les règles de l'Observatoire impérial. Mon nom est si répandu dans l'Empire. Presque tous me connaissent. Mon père, La variole était bien plus dangereuse pour les Mandchous que pour les Chinois, car elle était endémique en Chine, mais totalement inconnue des Mandchous avant qu'ils n'envahissent la Chine. après la mort de sa concubine, accablé de chagrin, l'empereur Chunzi ne quitta plus les murs de son palais. Après la mort de Shunzi, l'ambiance politique changea radicalement. Depuis une dizaine d'années, un lettré chinois nommé Yang Wangxian, qui n'avait pas de poste dans l'administration, écrivait des pamphlets attaquant les jésuites. À la fin du règne de l'empereur Chunzi, Yang Wangchang a porté des accusations contre les missionnaires, écrivant plusieurs essais qu'il a ensuite rassemblés dans un livre intitulé « Bu Deyi ». Le premier point concernait la religion. Le catholicisme étant différent du confucianisme, c'était donc une secte. D'après lui, les missionnaires faisaient de l'astronomie pour servir leur religion.
西洋人士竟胆敢修订我皇家历法，荒谬至极呀！Il accusait les Occidentaux d'avoir modifié le nom d'origine du calendrier Shōnzen pour le nom Nouvelle Loi de la Croyance. Il considérait cela comme un vol du patrimoine de la Chine. C'était le 4e point de l'accusation. 汤若望文章声称，一男一女被创造，成为人类的祖先。据李祖白书中所称，大清子民皆来自儒德亚。中国之君主、圣人、先生，实属异域国人的儒德亚后裔。 Les accusations portées par les uns et les autres pouvaient être différentes. Pour Yang Guangshan, le calendrier était une affaire d'une extrême importance. C'était donc aux Chinois eux-mêmes de l'établir. Il ne fallait pas que ce soit des étrangers qui s'en chargent, d'autant plus qu'ils étaient liés à la religion catholique, tenue pour hétérodoxe. En 1664, Shal fut démis de ses fonctions et jeté en prison. Tous les jésuites présents en Chine furent aussi arrêtés. Mes frères, vous êtes ici. On se demandait ce qui vous était arrivé. Ils sont venus nous chercher à la maison. Vous allez bien? Non, pas si bien que ça. Mais nous tenons bon. Ça va aller, frère. Seigneur, nous vous supplions. Aidez-nous. Dans ces archives secrètes, il y a 24 documents sur l'activité des prêtres missionnaires en Chine au XVIIe siècle. La plupart concernent Adam Shal. L'affaire Adam Shal fut une affaire judiciaire très importante, qui a marqué le pouvoir comme le peuple. L'affaire a duré près d'1 an, d'août 1664 à la fin juillet 1665. Cette copie détaille exactement les interrogatoires menés à l'époque. Tang Ruowang 等乱民密谋叛乱，宣传邪教，传播错误的天文理论。杨光先指控你们蓄意谋反，尔等可知罪。 Pendant son procès, Shal était gravement malade. Oui. Donc c'est Ferdinand Verbiest qui répondait à sa place, c'est bien ça? En fait, ça dépendait des audiences. Mais la personne interrogée devait répondre. Nous n'avons pas d'armée, ni d'armes non plus. Gan Wen, Wemenda Bingma, Huer Liang Cao, Zai Na Li, Zhuo Bingma, Liang Cao, Huetan Cibin Mo Fan, Wemenda Wenjiang,
多是宣扬遵守王法，立三下誓，污蔑我们模范实属荒谬。 En réalité, ce procès a concerné une trentaine de prêtres, mais aussi de nombreux fonctionnaires, ainsi que leurs familles. 顺治皇帝与孝先皇后的先后病逝，皆因你汤若望、钱天健前任监正的错误论断，罪不可赦。来呀，拉下去！ 带走！Il fait un malaise. Il a besoin d'eau. 信，酒杯。 混真水，水，水！父啊，你为什么要遗弃我？你在哪里？闭嘴！闭嘴！我们的天父啊，求你为我们为生，愿德国降临。下令，将李子怀、潘金孝等人斩首示众。Charles, qui avait été condamné à mort par démembrement, fut gracié pour service rendu à la cour. Mais il était en résidence surveillée. Et la plupart des missionnaires ont été renvoyés à Macao, d'où ils devaient être expulsés vers leur pays. Mais le pire concerna 5 fonctionnaires du bureau astronomique, notamment Li Zubai. Ils furent tous décapités. Cette affaire a pris fin en 1665 et Charles meurt en 1666. Finalement, Yang Wenxian devient directeur du bureau de l'astronomie. Il abandonnera le calendrier occidental pour revenir au calendrier chinois. Il y a 3 mois, un avis était placardé à l'entrée de notre résidence par le ministère des Rites, disant qu'il était interdit et sanctionné d'une lourde peine quiconque, civil ou fonctionnaire, tenterait de rentrer dans notre résidence. Charles fut condamné à mort lorsque l'empereur Kangxi avait 10 ou 11 ans. Donc Kangxi n'a pas connu cette histoire. Quelques années plus tard, en 1668, à l'âge de 14 ans, il devient officiellement empereur. Toutefois, les régents étaient réticents à céder leur place. Kangxi a dû trouver des moyens pour accroître son pouvoir. Il décida de se faire la main avec l'astronomie. C'était un sujet important, mais il y avait des affaires plus urgentes pour l'État. C'était donc relativement facile pour lui d'avoir son mot à dire sur ce sujet. 天象姿势体大，须能者胜任，确保无误。传朕旨意，各省都督、巡抚下达布告，推举天文人才入钦天监供职。下达朕的旨意。Il décide de demander aux jésuites de vérifier le calendrier qui doit être publié pour l'année suivante. On est donc allé chercher l'homme qui avait été le collaborateur de Charles et qui a les connaissances requises, Ferdinand Verbiest, un jésuite flamand. Le 27e jour du 11e mois de la 7e année du règne de Kangxi, nous avons eu la visite inattendue de 4 fonctionnaires envoyés par Sa Majesté.
汝等谁是数学家南怀仁啊？是我。南怀仁接旨。Sa Majesté voulait savoir si les calendriers étaient corrects. Ma réponse fut qu'ils étaient truffés d'erreurs et que j'avais de solides arguments pour le prouver. Et je pointais sur le champ les erreurs que contenaient ces calendriers. À ce stade, le jeune empereur n'avait pas tous les éléments pour juger. Kangxi se demanda comment évaluer les compétences des uns et des autres. Alors, Verbiès décida que la prédiction de la longueur de l'ombre d'un gnomon à un instant donné serait un bon test. Même si les calculs sont compliqués, la personne qui doit vérifier l'ombre n'a pas besoin d'être un expert. Bonjour, professeur Cao. Tout est prêt? Oui, tout est prêt. Le professeur Cao va nous montrer comment on calculait à l'époque. À travers le Yingfu, littéralement signe en ombre, l'ombre générée par le soleil devient une ligne fine. Plus la ligne est fine, plus le résultat est précis. Mesurer l'ombre n'est pas une chose facile. Cela ne se résume pas à un simple calcul géométrique. Quand on observait les ombres, elles étaient floues. Il fallait donc recourir au Yinfu, un petit instrument avec un trou d'aiguille, afin de calculer avec précision la longueur de l'ombre. On voit apparaître une ombre floue ici. Le cadran solaire était l'instrument le plus important pour mesurer la longueur de l'année équinoxiale dans la Chine impériale. Quand l'ombre de la poutre commence à apparaître, je fais une marque. Ensuite, je bouge vers le sud et je fais une deuxième marque. Donc il s'agit de la ligne médiane de la poutre. Tout à fait. L'ombre de la poutre. Ce gnomon a une hauteur de 40 pieds. Comme il est 5 fois plus haut que l'ancien, le résultat est beaucoup plus précis. Augmenter la hauteur du cadran solaire permet d'avoir une meilleure précision. Aujourd'hui, à midi heure solaire, il est 12h26 à l'heure de Pékin.
Aujourd'hui, si j'ai deux grands nombres à multiplier ou diviser, je prends mon portable, j'ouvre la calculette et j'entre les nombres. J'appuie sur égal et j'ai immédiatement le résultat. Quand j'étais jeune, je n'avais pas de calculatrice. Soit j'effectuais des opérations longues et difficiles, qui prenaient un temps fou, soit j'utilisais les logarithmes. Ce qui est merveilleux avec les logarithmes, c'est que lorsque je dois multiplier deux grands nombres, il me suffit de chercher leurs logarithmes respectifs dans ma table de logarithmes, j'additionne les deux logarithmes et j'obtiens le produit de ma multiplication. Rapidement, avec très peu de risque de me tromper. Les jésuites ont pu utiliser les logarithmes dans les calculs longs et compliqués qu'ils avaient à faire. Alors, utiliser cette table de logarithmes afin de prédire une éclipse était vraiment indispensable. Le calcul de la longueur de l'ombre au gnomon revient à calculer la hauteur du Soleil, c'est-à-dire sa déclinaison. Yang Guangqian utilisait la méthode traditionnelle chinoise et Verbiest la méthode occidentale. Étant donné que le calcul de la déclinaison est différent, évidemment, les deux résultats sont différents. 日营比赛在即，你们都给我算好了，算仔细了。这个是皇上钦点，弄不好可是要掉脑袋的。赶紧去，快点！ Pour déterminer l'heure de midi, on utilisait le gnomon. Ferdinand Verbiest disait que l'ombre devait être à tel endroit et Yang Guangqian à tel autre endroit. « 不可能，完全是荒谬的。大清如果使用南怀仁和西洋天文，大清帝国将难以长久。哼！ Donc, si le groupe de Ferdinand Verbiest a remporté la partie, c'est parce que leurs calculs étaient plus précis. Mais le plus déterminant, c'est que l'empereur Kangxi était de leur côté. Kangxi avait besoin qu'ils gagnent. L'empereur décida qu'il ne voulait plus jamais voir une chose aussi honteuse que cette incompétence des gens de sa cour dans un domaine qui avait tant d'importance. Les instruments astronomiques fabriqués par Verbiest remontent aux années 1673-1674 et présentent une charge symbolique très forte. Sur ces instruments astronomiques, en dépit de leur caractère occidental, on relève des motifs de dragons et phénix,
symbole du pouvoir impérial. On a donc une union entre l'astronomie avancée de l'Occident et le pouvoir de l'empereur Kangxi. Ces instruments symbolisent ces deux dimensions. Les missionnaires ont exporté leur savoir en Chine. Ce fut en réalité un frôlement entre les sciences chinoises et occidentales. En 1773, le pape dissout la Compagnie de Jésus. Quelques prêtres restèrent à Pékin. À cette époque, on comptait 200 000 chrétiens en Chine. Cela marque la fin d'un échange unique et sans précédent de connaissances scientifiques entre deux civilisations. Unique parce qu'il s'est déroulé sur un pied d'égalité. C'est l'appareil le plus sensible au monde. À la différence d'un télescope traditionnel qui reçoit la lumière visible, le radiotélescope reçoit des signaux radio de l'espace. Avec cet appareil, nous pouvons intercepter le rythme indiqué par un pulsar et en déduire les micro-variations de cet astre dans l'univers. Et si on traduit le pulsar en son, ça ressemble au battement du cœur, très régulier. C'est même plus stable qu'une horloge atomique. Ici, nous avons installé une scène parfaite pour les scientifiques. Bientôt, ils pourront réaliser leurs projets et montrer leur talent.